Hmm? Non, non, c'est tout bon. C'est tout bon? Vous dites à n'importe quel moment, vous savez, je lis, je réponds de la mesure du possible le plus rapidement possible. Alors, donc, si on veut, alors, donc, on a déjà vu plusieurs choses liées à la chaleur. On va continuer. Alors, je mets en place et je vous partage l'écran. Donc, c'est ça. Et après, on fait partager l'écran. Confirme les ventes. Là, je partage. Ça. Est-ce que là, vous les voyez? Oui. Mais grand, c'est OK? Vous les voyez petits? On voit petit. Petit. Petit, hein? Ben, on fait toujours, c'est toujours la même situation. Donc, je dois d'abord faire diaporama et ensuite. Là. Toujours comme ça. J'arrive. Voilà, ici c'est bon maintenant. OK, vous voyez grand? Oui. OK. Alors, donc aujourd'hui, on va avancer un peu dans la théorie. On a déjà dit qu'on a des formules qui nous permettent de mesurer la chaleur. Okay? On a vu ça, maintenant vous maîtrisez. On peut mesurer la chaleur. On la mesure par ces effets. S'il y a eu un échange de chaleur Q, on remarque une variation de température delta-θ qui dépend de la masse et de la chaleur massique. Un des effets de la chaleur, c'est de produire une variation de température. C'est un des effets. Okay? Quand vous avez un corps composé par une seule substance, on utilise cette formule pour mesurer la chaleur échangée. Si on a un corps composé par plusieurs substances, on utilise sa capacité calorifique. Et dans les deux cas, on a des formules qui nous permettent de mesurer la chaleur par rapport aux effets qu'elle a. OK pour tous? Ouais. Mais il y a un autre effet important de la chaleur et pour laquelle, en fait, on va aussi mesurer, on aura des formules qui nous permettront de mesurer la chaleur échangée. OK? Donc, je vous propose de me suivre dans ces diagrammes. Est-ce que vous voyez ces diagrammes? Non, vous ne voyez pas les diagrammes? On a perdu. Alors, donc là, je refais. Alors, donc, on va s'interroger sur un autre effet de la chaleur. Alors, si je fais comme ça. Alors, on imagine un diagramme temps-température. On a déjà vu ça. On va imaginer une histoire racontée dans ce diagramme. Et dans cette histoire, je vous dis que j'ai un certain objet. Pensez que j'ai un bloc de fer, par exemple. Et j'imagine de fournir de la chaleur tout le temps. Donc, imaginez que je suis en train de fournir de la chaleur. Du moment zéro de l'histoire, je fournis tout le temps de la chaleur. OK? C'est un système imaginaire. On imagine de fournir toujours de la chaleur. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Oui? Oui. Oui. Alors, imaginons qu'au départ, le corps se trouve en température initiale qui est là. Maintenant, si je fournis de la chaleur, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que le temps passe, qu'est-ce qui se passe dans ce diagramme avec la température? Elle va monter, elle va augmenter. Elle va augmenter, OK? Bien. Donc, on chauffe. C'est OK? On chauffe. Donc, on chauffe, donc la température augmente. Augmente. Est-ce qu'elle augmente jusqu'à où, Chloé? Elle va augmenter toujours? Non, pas forcément. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours en train de fournir de la chaleur. Le corps se chauffe. Est-ce que je peux continuer à faire augmenter la température tout le temps? Ou à un certain moment, il y a quelque chose qui se passe? Non, à un moment, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça dépend ce qu'on fait, non? Genre si on fait bouillir de l'eau ou un truc comme ça. Par exemple, on a un bloc de fer au départ. On a un bloc de fer. On le chauffe, la température augmente. Bah, il va Est-ce brûler. Elle va? Il va brûler, enfin, il va se dissoudre. Alors, on a cette idée, oui, brûler, dissoudre, au fait, il va fondre. C'est ça que vous voulez dire? Oui, ouais. OK? Donc, en fait, est-ce que tout le monde voit ça? Si on continue à chauffer à un certain moment, on arrive à la température de fusion.
C'est-à-dire les blocs de fer qui étaient solides, arrivés à une certaine température, commencent à se transformer, passer de l'état solide à l'état liquide. On observe un changement d'état. Est-ce que, donc, Edouard, vous êtes là? Pas encore là. Félix, est-ce que vous voyez, en fait, comment... Félix, vous êtes là? Oui. Oui. Quand il y a un changement d'état, est-ce que ça se passe dans un seul instant? Non, ça prend un petit moment. Ça prend un petit moment. Et lors de ces petits moments, Lucille, qu'est-ce que vous pensez? La température varie ou reste constante? Elle varie. Lors ça, parfois, on ne le sait pas, hein, mais on peut imaginer, on est en train de faire fondre un morceau d'un certain objet qui avant était solide. Félix vous dit, ça prend un certain temps. Pendant ce temps, en fait, la température reste constante. Un changement d'état prend un certain temps, mais se passe toujours à température constante. Donc, lorsque la matière est en train de changer d'état, vous voyez, il reste à la même température. Okay? Ça, on le découvre maintenant. On parle des plateaux de fusion. On parle des températures de fusion. La température reste constante pendant les premiers instants où la première partie du solide passe à l'état liquide, jusqu'au moment où toute la matière a changé d'état et se retrouve donc à l'état liquide. Okay? Donc, parfois, on ne connaît pas, mais à partir de maintenant, on va imaginer la situation comme ça. Donc, quand on se retrouve à la température de fusion, il y a un changement d'état. Donc, la matière passe de l'état solide à l'état liquide. Cela prend un certain temps. Et pour permettre la fusion, donc le changement d'état, il faut un échange de chaleur. Si vous arrêtez de fournir de la chaleur, le changement d'état ne va pas se passer, ne va pas continuer. Okay? Il y a un échange de chaleur. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Oui? Oui. On est en train de voir ce phénomène pour la première fois. On le voit avec une histoire théorique. Après, on va voir au fait que c'est vraiment concret, l'histoire. Question? Non. Donc, Richard, vous êtes là? Richard, vous êtes là? Pas là? Donc, Michael, une fois que toute la matière est passée à l'état... Ah, Richard, bonjour. Alors, une fois que toute la matière... Alors, je pose la question à Richard. Une fois que toute la matière est à l'état liquide, si je continue à chauffer, qu'est-ce qui va se passer? Elle va changer d'état? Tout de suite? Non, après un certain temps. Après qu'elle ait passé son point de Oui. d'ébullition. OK, donc, vous voyez, donc là, on est ici dans l'histoire au moment où toute la matière est passée à l'état liquide. Si on continue à chauffer, elle se chauffe encore jusqu'à atteindre, comme dit Richard, son température d'ébullition. On l'appelle température d'ébullition ou température d'évaporisation. Cette température à laquelle se passe un autre changement d'état. À cette température, ici, toujours à température constante, va se passer un autre changement d'état. La matière est initialement à l'état liquide et à la fin, se retrouve à l'état des gaz. OK, pour tous? Est-ce que tout le monde voit? Oui. Donc, on est en train de décrire donc, cette histoire-là. Vous voyez, en fait, il y a deux températures qui sont clés dans cette histoire. On les appelle la température de fusion. C'est la température à laquelle se passe les changements d'état. Et c'est une température qui dépend de la substance, de la matière, du matériel que vous considérez. Ça, on trouve la donnée dans les Fortec, dans tous les formulaires. L'autre température qui nous intéresse, c'est la température d'ébullition. Parfois, on l'appelle aussi température d'évaporisation. Ébullition et vaporisation, ce sont deux synonymes. Donc, on peut les utiliser de façon arbitraire. Ébullition, vaporisation. Est-ce que ça va pour tous, jusqu'à là? Donc là, toute cette histoire, vous voyez, on l'a suivi. Dans toute cette histoire, par contre, il a fallu fournir de la chaleur. Si vous ne fournissez pas de la chaleur, le corps n'augmente pas sa température, n'arrive pas à terminer la fusion. Il ne va pas s'échauffer en tant que liquide, il ne va pas passer à l'état de gaz.
Pour réaliser cette histoire dans cette direction, il faut fournir de la chaleur. Une fois que toute la matière s'est transformée à l'état de gaz, normalement, on ne la traite plus comme ça, parce qu'une fois que c'est un gaz, on le traite comme un gaz parfait. Donc, on ne va pas continuer l'histoire ici, parce qu'une fois que c'est du gaz, en fait, on sait que pour le gaz, l'évolution d'un gaz dépend de la pression, de la température et du volume. Donc, on ne va pas les traiter ici. Ce qu'on a vu, c'est donc deux changements d'état. Ces changements d'état, pour avoir lieu, ont besoin en fait d'un échange de chaleur. Ici et là. S'il ne reçoit pas assez de chaleur, les changements d'état peut aussi être partiels. Donc, une partie se transforme dans le nouveau état et l'autre partie reste à l'état précédent. À la température de fusion, les deux états sont possibles, solide et liquide ensemble. À la température d'ébullition, les deux états sont possibles ensemble, liquide et gazeux. OK? C'est OK pour tous? Oui. Si je me trouve ici à la fin de l'histoire, Michael, si je fais l'inverse, je me trouve ici avec un gaz à la température d'ébullition. Si je commence à élever de la chaleur, donc à refroidir, qu'est-ce qui va se passer? Comment dire bon, on va avoir les effets inverses. Exact. On peut raconter la même histoire, mais dans l'autre direction. Donc, si j'ai un gaz à sa température d'ébullition, totalement gaz, à sa température d'ébullition, si j'enlève de la chaleur, donc je refroidis, je commence à voir qu'un changement d'état se met en place. Les gaz commencent à se transformer à l'état liquide. Si je refroidis, je continue à refroidir, tous les gaz passent à l'état liquide. On parle de liquéfaction. Condensation. Oui, de liquéfaction. On passe de l'état de gaz à l'état liquide. Pardon? C'est pas de la condensation? Je pense que c'est synonyme. Normalement, dans les livres, on parle plutôt en général, on parle plutôt de liquéfaction. On peut dire aussi condensation. Oui. Une fois que toute la matière est passée à l'état liquide, si vous continuez à refroidir, elle voit sa température baisser. Et là, alors qu'elle baisse, on connaît la formule pour mesurer la chaleur. C'est Q égale mc delta θ. C'est juste une matière à l'état liquide qui baisse sa température. Une fois qu'on atteint la température de fusion, alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a un nouveau changement d'état qui se met en place. La matière initialement à l'état liquide se transforme en matière à l'état solide tout en restant à la même température, la température de fusion. On observe une solidification. Mais là aussi, pendant la solidification, il y a un échange de chaleur. Il y a besoin de continuer à refroidir la matière, sinon le changement d'état n'a pas lieu. Une fois que toute la matière est passée à l'état solide, vous avez de la matière à l'état solide, vous continuez à refroidir, vous voyez sa température baisser. Toute cette histoire, dans un sens ou dans l'autre, c'est une histoire d'échange de chaleur. Dans la partie où vous avez toujours le même état, et donc là où la température varie, on connaît la formule pour calculer la chaleur, c'est Q égale mc delta θ. Aujourd'hui, on découvre ensemble que lors d'un changement d'état, donc à température constante, la chaleur, en fait, dépend de la masse que vous faites changer d'état et d'une quantité qui s'appelle la chaleur latente, respectivement de fusion et d'ébullition. Il y a une grandeur qui nous permet de mesurer la quantité d'énergie par kilogramme dont une substance a besoin pour réaliser un changement d'état. On va les voir. Hein. Mais déjà, vous voyez la situation? Oui. Ouais. Donc, on est dans ces situations. Jusqu'à maintenant, on a toujours considéré des situations où l'état restait le même. Okay? Donc, on voyait seulement la température changer et on mesurait la chaleur Q égale mc delta θ. À partir de maintenant, on va considérer aussi les cas où l'état de la matière varie et ça se passe à température constante. Donc, on ne peut pas utiliser, lors d'un changement d'état, la chaleur ne produit pas une variation de température. On reste à la même température. Ce qu'elle produit, c'est un changement d'état. Okay? Donc, ça, maintenant, on va les revoir. Donc, on est là. Vous voyez là, après, vous voyez, selon l'objet, la substance que vous savez, après, vous savez une certaine température de fusion, une certaine température d'ébullition.
Et donc, à partir de maintenant, si on vous donne une certaine température, vous savez tout de suite que si la température est inférieure à la température de fusion, votre objet se trouve à l'état solide. Si l'objet a la température de fusion, les deux états peuvent cohabiter. Vous voyez, non, j'écris solide, solide liquide, liquide, liquide gaz. Si vous êtes à la température de fusion, les deux états peuvent cohabiter. Quand vous avez des températures supérieures à la température de fusion, mais inférieures à la température d'ébullition, vous pouvez prévoir l'état de la matière sera liquide. Si vous savez la matière à la température d'ébullition, c'est une température à laquelle les deux états liquides et gazeux cohabitent, sont présents les deux. Si vous avez des températures plus hautes que la température d'ébullition, vous avez affaire avec un gaz et donc on les traite comme un gaz parfait. Donc, vous voyez, maintenant, si on fournit la chaleur, on parcourt ce diagramme de gauche vers droite. Le premier changement d'état qu'on a, c'est la fusion, et ensuite on a l'ébullition-vaporisation. Et la formule pour calculer la chaleur nécessaire, c'est Q égale à la masse fois la chaleur latente de fusion. Quand vous êtes à la ébullition-vaporisation, la formule, c'est égal à la masse fois la chaleur latente de vaporisation. Ces deux valeurs, chaleur latente, on les trouve tabulées dans les formulaires. Chaleur latente, ça veut dire qui se cache. Parce qu'au fait, lors d'un changement d'état, vous êtes en train de fournir de la chaleur et vous ne voyez pas l'effet des variations de température parce que le système reste à la même température. Pour ça, ils l'ont appelé chaleur latente parce qu'on a l'impression de fournir de la chaleur et cette chaleur ne se transforme pas en variation de température. Elle se cache un peu, cette chaleur. Mais en fait, elle ne se cache pas. Elle permet à la matière de changer d'état. Okay? C'est pour ça qu'il s'appelle latente, en fait, qui se cache. Si on parcourt le diagramme dans l'autre direction, on a initialement un gaz qui passe à l'état liquide. On a dit liquéfaction. Dans ce sens-là, c'est la même quantité de chaleur, mais avec un signe moins. Parce que dans ces cas-là, la liquéfaction, pour se passer, n'a pas besoin de recevoir de la chaleur. Au contraire, c'est elle qui cède de la chaleur. Et donc, c'est à nous de ne pas oublier de rajouter un signe moins. Une fois qu'on a toute la matière à l'état liquide, on refroidit jusqu'à la température de fusion. À la température de fusion, le changement d'état, c'est passé à l'état liquide, solidification. C'est la même quantité de chaleur que pour la fusion, mais on ne doit pas oublier un signe moins. Parce qu'une solidification, pour avoir lieu, elle cède de la chaleur. Elle n'a pas besoin de recevoir de la chaleur. Au contraire, c'est elle qui cède de la chaleur. OK? On est donc en train de parler des changements d'état. Question? Non. OK? Donc là, on peut vraiment imaginer ces changements d'état. On connaît tout, on a déjà vu dans les cas de la dilatation, donc l'état solide, liquide, gazeux. En fait, chaque substance peut apparaître à l'état solide, liquide ou gazeux. Ce qui compte, c'est la température à laquelle vous la trouvez, cette substance. Donc, on a l'habitude d'avoir, par exemple, le fer est solide, mais si vous, en fait, vous vous trouvez dans une ambiance, en condition où la température est plus grande que sa température de fusion, alors il ne sera pas l'état solide. N'importe quel objet peut se trouver à n'importe quel état, tout dépend de sa température. La température, on a dit déjà dans les premières semaines, la température, c'est une mesure de l'agitation des molécules. Donc, en fait, quand la température est assez basse, les particules vibrent, mais elles ne sont pas trop agitées, ce qui, en fait, se reproduit dans cet état solide où les particules ne sont pas tellement libres de se déplacer. À l'état liquide, donc, il y a plus d'énergie, les particules sont plus libres de se déplacer. À l'état gazeux, elles sont encore plus libres, donc pour ça, elles s'occupent tous les volumes possibles. Les différents états de la matière s'expliquent avec la température à laquelle vous observez votre objet. Okay? Par contre, Madame, selon une question. Oui. Vous avez dit que c'est pour tous les solides qu'on peut passer par ces trois états. Pour toute la matière, en fait. N'importe quelle matière, n'importe quel objet. Mais par exemple, du bois, il ne va jamais passer
au stade liquide si on chauffe. Voilà. Pourquoi les bois ne changent pas? Oui, on pourrait Bah, imaginer. parce- Après, on n'est pas habitué. D'abord, normalement, ils brûlent plus facilement. Pour les faire changer, comment dire, il faudrait faire bien attention à ne pas les faire brûler. Mais en fait, Mais à la donc, base, tout devient. théoriquement, on pourrait le rendre liquide. Oui, je dirais, oui. Je n'ai jamais Ok. entendu parler, mais c'est vrai que je vais vérifier, mais oui, tout. Ok. Alors après, par contre, il y a avec les fers, avec des choses, on voit facilement. Là, il faut prendre peut-être des précautions à niveau de ne pas les faire parce qu'il prend facilement feu les bois. Donc, dès que vous les chauffez, justement, on les voit brûler avant de passer à l'état liquide. Donc, il faudrait, mais peut-être si on les fait en absence d'oxygène, par exemple, on devrait pouvoir les liquéfaire. Là, j'ai jamais, vraiment, par rapport au bois, j'ai jamais vu, mais normalement, c'est toute la matière peut se présenter dans les trois états. Donc, les bois, ça ne doit pas Ok. faire exception. C'est probablement ce qu'il faut faire. Il faut prendre des précautions pour éviter que ça brûle, en fait. Je vais chercher si je... Parfois, il y a des questions. Mais donc, il y a des objets, par exemple, des choses que nous sommes habitués, par exemple, à retrouver dans l'état des gaz, notamment le nitrogène qui est dans l'air, l'azote. Okay? On les respire tout le temps, c'est un gaz sur Terre. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est à l'état gazeux. Mais après, dès qu'on va sur une planète très loin du Soleil, où les températures sont toujours inférieures à 200 degrés Celsius, moins de 200 degrés Celsius, les nitrogènes, en fait, ils se retrouvent à l'état liquide. Donc, nous sommes habitués à notre normalité où il y a des choses qui sont solides, liquides et gazeux. Mais à la base, ce qui les rend dans un état ou dans l'autre, c'est la température à laquelle ils se trouvent. Et donc, si on varie la température, on peut presque tout, en fait, faire changer d'état. Et on change d'état lors de ces plateaux. Vous voyez, la température reste constante. On les appelle les plateaux de fusion, les plateaux d'évaporisation. Les paliers, parfois, on les appelle aussi paliers de fusion, paliers d'évaporisation. Lors d'un changement d'état, la température ne varie pas. Donc, on a l'impression de fournir de la chaleur lorsque la température ne varie pas. Mais en fait, on est en train, dans ces cas-là, de voir un autre effet de la chaleur, ce qui est le changement d'état. Ça va? Oui. Et donc, en fait, on peut vraiment raconter cette histoire. C'est différents passages. Il faut savoir, en fait, ces noms-là. Donc, l'état solide, liquide et gazeux, et comment on appelle. Donc là, par exemple, on peut aussi l'appeler condensation ou liquéfaction. Vaporisation ou ébullition sont synonymes. Fusion, solidification. Il faut, voilà, savoir gérer, en fait, pour expliquer ces passages, en fait. Et on a vu que ces passages, ces changements d'état, se passent à des températures qui sont spécifiques pour chaque substance. Et la chaleur est changée lors d'un changement d'état avec la formule qui multiplie la masse fois la chaleur latente qu'on trouve dans les formulaires. Pour chaque substance, c'est différent. Okay? On ne va pas oublier donc la fusion et l'ébullition ont besoin de chaleur pour se passer. Donc la chaleur en fait égale à la masse fois la chaleur latente. Et c'est quelque chose de positif. Ces changements d'état ont besoin de recevoir de la chaleur pour apparaître. Lorsque la solidification et la liquéfaction cèdent de la chaleur. Et donc, la chaleur, c'est à calculer avec un signe moins. Ça ne reçoit pas de calcul, c'est à nous de les rajouter à chaque fois qu'on a affaire avec une solidification ou une liquéfaction. Mais vous voyez, désormais, on a les formules pour calculer la quantité de chaleur nécessaire pour réaliser un changement d'état. Ça doit être une de ces 4 formules. On se concentre sur ces 4 changements d'état. On ne va pas prendre en compte les changements d'état qui fait passer directement de l'état solide à l'état de gaz, la sublimation, ni l'inverse quand on passe du gaz à la matière. Et on ne considère pas non plus l'évaporation. On connaît bien l'évaporation, c'est ce qui nous vide les verres qu'on laisse à l'air libre. Mais en fait, l'évaporisation, ce n'est pas un changement d'état comme on considère ici, parce que c'est un phénomène qui concerne seulement les molécules à la surface.
Donc, lors de l'évaporation, vous avez un verre, c'est les molécules à la surface qui évaporent. Et donc, il laisse la place à d'autres molécules à la surface qui évaporent. Par contre, nous, on considère les formules qu'on voit ici, c'est pour des changements d'état, donc des phénomènes qui se passent à la température des fusions ou d'ébullition et qui concernent toute la matière considérée, pas seulement la surface. OK? Ça va pour tous? On va faire des exemples comme ça. Donc, Louane, vous êtes là? Oui. Louane, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous êtes là? Ouais. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Non? C'est OK, on peut y aller? C'est OK, ouais, c'est OK. OK. Alors, donc, on a dit ça, ces deux grandeurs-là. OK. Alors, donc, on peut passer au premier exemple. Normalement, vous le savez, c'est diapositive dans la première partie du polycopier. Si jamais il y a aussi cet exercice-là. Ou sinon, vous prenez note où vous voulez. Alors, donc, le premier exemple, c'est calculer la chaleur nécessaire à fondre totalement un morceau de fer de 2 kg à sa température de fusion. Dessiner un diagramme temps-température. Donc, on a un morceau de fer à la température égale à la température de fusion. On va calculer la chaleur nécessaire pour les faire fondre. Si on fournit ces chaleurs, on va fondre tous les morceaux. Si on fournit seulement une partie de la chaleur, ça sera seulement une partie qui passe à l'état liquide. On peut avoir des changements d'état qui sont partiels aussi. Okay? Donc, Léo, quelles sont les données de l'exercice? Nous avons 2 kg à sa température de fusion. Oui, donc on a la masse de 2 kg. Oui. Oui, on connaît la température. On peut les chercher dans les formulaires. Quelle est la température? Oui. Oui. C'est quelle température? Comme ça, on s'habitue à la chercher. Oui, j'ai oublié mon Fortec à la... OK, on va la chercher après. À l'école. De quel d'autre on a besoin, en fait? Qu'est-ce qu'on a besoin encore pour calculer la chaleur nécessaire à faire fondre un morceau de fer? On a besoin de la masse et... La chaleur massique. Vous vous souvenez? On a dit... Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Là? La chaleur massique. Quoi? La non, chaleur la massique. chaleur massique, c'est Ah dans non. la formule... Oui. Donc, la chaleur massique, c'était dans la formule Q égale mc delta θ pour un objet qui se réchauffe sans changer d'état. Mais dès qu'on veut faire fondre un objet, on veut lui faire changer d'état. Donc, quelle grandeur il faut aller chercher dans les Fortec? On a dit, il s'appelle là? La chaleur latente, non? Oui, chaleur? Latente. Alors, Corentin, vous dites? Latente. La chaleur latente. Hein? Ah oui. Donc, c'est la première fois qu'on l'utilise dans un exercice, mais c'est la chaleur latente. OK. OK? Est-ce que ça va pour tous? Donc là, déjà, donc les données qu'on a, donc c'est la masse 2 kg. On peut aller chercher dans les Fortec la température de fusion. C'est 1528 degrés Celsius. Et après, ce qu'il faut chercher, c'est la chaleur latente de fusion du fer. Et donc, dans les Fortec, vous trouvez une colonne dédiée à la chaleur latente de fusion et une colonne dédiée à la chaleur latente de vaporisation. Et on va chercher ces valeurs par rapport au fer. On cherche la chaleur échangée, la chaleur nécessaire pour réaliser ces changements d'état. Parce que la fusion, pour se réaliser, a besoin de recevoir de la chaleur. OK pour tous? Il nous demande aussi de faire un diagramme temps-température, vu qu'il se trouve à la température de fusion. Et on va l'observer jusqu'au moment où ils font. Dans les diagrammes temps-température, on observe une température qui reste constante. Ces changements d'état se passent sur une température constante. OK? Donc, Julien, comment on peut calculer la chaleur nécessaire? Avec la formule Q égale M fois chaleur latente. Oui. Donc, Q égale M fois LF. C'est la formule dont on a besoin pour la fusion. Et donc, on remplace la chaleur latente
quoi, la masse? J'ai oublié d'écrire la masse. Donc, il faut... oh non. Non, j'ai déjà fait les calculs, en fait. Donc là, si on remplace Madame, la on masse écrit où, et la ça? chaleur latente de fusion. Alors, si vous voulez, vous l'avez dans la première partie du polycopier. Parmi les diapositives, il y a cet exercice-là. Donc, s'il y a assez de place. Et sinon, vous voulez, si jamais les tests, c'est dans les polycopiers, dans la première partie, où il y a les diapositives. Si vous avez assez d'espace pour l'écrire là, sinon, vous voulez, là, vous trouvez les textes, c'est un peu petit. Il est où en fait l'exercice? Yep. J'en vois aucun. Ah oui, alors il n'y a pas. Ah, désolé. On a fait la nuit avant de l'école à distance. Donc là, vous avez une note où Au vous voulez. début du polycopier. Non, il n'y a pas apparemment. Donc, Non, vous il y a savez, pas du tout ça. les diagrammes sur les changements d'état, vous l'avez? Vous les savez en grand, en fait, aussi. Hein. Oui, on a ça. Oui, ça, vous l'avez. Et alors après, non, alors il n'y a pas. S'il n'y a pas là, il n'y a pas. Prenez note ailleurs. En fait. Désolé. Ça a été fait en rapidité, désolé. OK, donc là, ce qu'on observe ici, c'est vraiment les cas basiques où on est déjà à la température de fusion, on chauffe. Et si on fournit assez de chaleur, la quantité qu'on a trouvée ici, on observe les changements d'état pour toute la matière considérée. Et Ça la va? température de fusion, elle ne nous sert pas du coup? Dans cet exercice-là, non, ça nous sert seulement pour faire les dessins, en fait. Mais c'est vrai, là, on n'a pas besoin, parce qu'il reste constant. OK pour tous? On a affaire avec cette nouvelle formule. Hein. C'est ça la nouveauté. On a affaire avec les changements d'état, un phénomène où la température ne varie pas, mais qui a besoin de chaleur quand c'est en fusion ou en ébullition et qui cède de la chaleur quand c'est en solidification ou en condensation. Donc, et cette chaleur dont il y a besoin pour réaliser les changements d'état, on peut les mesurer. Combien de chaleur il faut? Je peux avancer? Je passe à l'exemple 2. Dites si ce n'est pas le cas. Donc, alors, Adrien, vous êtes là? Oui. Oui, ok, bien. Alors, après, je vous demande les données. Donc, calculez la chaleur échangée par un morceau d'or de 200 grammes à l'état liquide, initialement à sa température de fusion, qui se solidifie. Dessinez un diagramme temps-température. Donc, déjà, Adrien, dans les diagrammes temps-température, quelle température on va dessiner? On va partir d'une température à laquelle l'or commence à se solidifier quand il y a un état liquide. Oui. Okay. Donc, je suis en train de regarder dans le Fortec. chercher. C'est vraiment important de savoir se repérer dans les Fortec pour ceux qui l'ont, en fait. Température de fusion 1064,2 degrés Celsius, j'ai. C'est combien? 1064,2 degrés Celsius. Oui. J'en vois 3, mais c'est OK. En fait, c'est le même. Oui. OK, donc parfois, les différents formulaires ont des valeurs un peu différentes. Ce n'est pas grave, en fait. Il faut montrer ce que vous dites, ce que vous trouvez. OK? Toute cette histoire se passe ici à la même température. D'abord, on a de l'or à l'état liquide et ensuite, en fait, il se solidifie. Donc, à la fin, on n'a que de l'or à l'état solide. OK pour tous? OK? Alors, Nice, quelles sont les données de l'exercice? On a 200 grammes d'or. Oui. Voilà. Oui. Et après, on a la température, on l'a trouvée. Après, donc, qu'est-ce qui est important d'aller chercher? Oui. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, la chaleur latente. Voilà. Ça veut dire qu'elle se cache. Ouais. Donc, OK. Donc, là aussi, c'est le moment pour aller, si vous avez les formulaires tous sous la main,
allez vérifier que vous trouvez la même valeur que moi. Il faut trouver vraiment cette colonne chaleur latente de fusion par rapport à l'or. Comme ça, on est sûr que vous êtes autonome à trouver ces informations. Ça va, vous trouvez? Ouais. 643 fois puissance 6. OK? Donc là, on a ces valeurs-là. Donc maintenant, Nice, Thévo, vous êtes là? Je vous ai vu. Hein? Oui, je suis là. Nice, vous... Oui? Alors, donc, comment on peut calculer la chaleur échangée par ces morceaux d'or? On fait la masse fois LF. Oui. Et Moins. avec quel signe? Moins. 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 OK, ça ne Ouais, reste pas du calcul. C'est à nous de savoir s'il faut les mettre ou pas. Ouais, ok. Donc, Q égale à moins, c'est vraiment à savoir, en fait, mais vu que c'est une solidification, c'est de la chaleur CD. Donc, Q égale à moins M fois LF. Qu'est-ce qu'il y a? C'est OK? Je n'entends pas. On peut prévoir la quantité de chaleur CD par cette partie d'or qui passe de l'état liquide à solide. C'est de la chaleur négative parce que c'est de la chaleur CD. OK? Ça va? On peut passer au dernier exemple? C'est OK? Oui. Question? Tu peux aller? Merci. Oui. Troisième exemple. On dispose de 300 grammes d'argent à 18 degrés Celsius et on veut le fondre totalement. Calculer la quantité d'énergie nécessaire et dessiner un diagramme temps-température. Donc, on a 300 grammes d'argent à 18 degrés Celsius et on veut les fondre. Donc, Denis, à 18 degrés Celsius, l'argent, il est à quel état? À l'état solide. À l'état solide. Hein? Donc, on peut aller chercher quelle est la température de fusion de l'argent, mais on sait tous qu'à 18 degrés, c'est solide. Donc, si on veut les faire fondre, qu'est-ce qu'il faudra faire? Faudra d'abord l'élever à la température jusqu'au point de fusion. Oui. Ça va être le premier Q1. Ensuite, Oui. faire la chaleur latente de l'argent. Oui. Voilà. C'est tout. OK? Vous voyez ce que Denis a dit. Hein? Donc, ce qui se passe, dans les premiers deux exemples, on s'est trouvé déjà la température de fusion. Ce qui se passe dans beaucoup de cas, en fait, vous avez un objet comme l'argent à 18 degrés Celsius. Si vous voulez le faire fondre, il faut d'abord le chauffer, donc fournir de la chaleur courant, afin qu'il atteigne la température de 961. On sait comment chauffer un objet de 18 à 961 degrés Celsius, c'est Q égale MC delta θ. Et une fois qu'il est à la température de fusion, on calcule la quantité de chaleur Q2 nécessaire pour compléter la fusion. OK pour tous? Donc, Torben, quelles sont les données de cet exercice? Alors, nous avons 0,3 kg. Oui, on a la masse de l'argent, oui. Du coup, comme on avait dit, à 18 degrés. La température. Et, du coup, on a le Q1. Sinon, vous avez déjà tout raconté. De quelles données on a besoin d'aller chercher dans les formulaires? Du coup, la température de fusion. Oui, ça c'est à chercher, très bien. Ensuite, la chaleur latente de fusion. Très bien. Et la chaleur massique, gros. Oui. Chaleur massique, voilà.
pour calculer Q1 la première Ah partie. ouais, oui, Ok? bien sûr. Donc, voyez, on met ensemble ce qu'on a déjà vu, mais on rajoute cette possibilité d'observer un changement d'état. Hein. Donc, on a la masse, on a la température initiale, on va chercher la température de fusion, c'est 961. On cherche la chaleur latente, comme Torben a dit. On cherche aussi la chaleur massive qu'on a besoin pour calculer la chaleur ici. Donc, Corentin, si on cherche donc, la quantité d'énergie nécessaire pour réaliser cette opération, c'est la somme de quelle chaleur? Comment on peut calculer la quantité de chaleur nécessaire? Corentin? Q1 plus Q2. Oui. Okay. Voyez, c'est très bien. On sait comment on calcule, on peut mesurer la chaleur. On a d'abord la chaleur pour chauffer l'argent jusqu'à sa température de fusion et ensuite la chaleur pour réaliser les changements d'état. Bien. Steve, quelle formule on utilise pour la chaleur Q1? De fusion, Q égale M fois LF. Alors, pour Q2, on utilise la formule qu'on a découverte aujourd'hui, M fois L. Et pourquoi? Ah, du coup, on utilise Q égale M fois C. Exact. Oui. Okay. Donc, j'utilise pour Q1, c'est MC delta θ, donc température de fusion moins température initiale. Comme on a vu, très bien. Et là, pour Q2, c'est la masse fois la chaleur latente. C'est une fusion, donc là, je mets les signes plus. Okay. Donc, ensuite, je remplace les valeurs et je peux calculer donc, la chaleur nécessaire pour réaliser cette opération. Cet exemple est un peu plus difficile parce qu'on ne partait pas déjà de la température du changement d'état, mais d'une autre température. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord la chaleur pour atteindre cette température, ensuite pour réaliser les changements d'état. Question? Non, c'est bon. Alors, donc, je propose qu'on peut faire j'ai 2 exercices. Vous préférez qu'on se voit après pour corriger ou vous préférez m'envoyer et je réponds à chacun? On vous envoie. Vous préférez m'envoyer? Oui. Ouais, c'est bien. Personne s'oppose, pour moi c'est OK. Alors, on peut faire comme ça. Donc, les devoirs, c'est l'exercice douter en montagne et l'exercice soudure à l'état. Oula. Normalement, vous avez une période maintenant, donc vous avez le temps pour les faire les deux. Vous m'envoyez. Je les mets aussi comme devoir pour vendredi prochain. Donc, si vous n'arrivez pas à les terminer, vous avez le temps jusqu'à jeudi soir. L'idée, c'est que vous m'envoyez au plus vite. Je vous réponds, comme ça, on voit si ça c'est clair ou pas. Par contre, si vous êtes bloqué, à tout instant, vous m'écrivez et on débloque, en fait, on discute ensemble. Je suis là, j'attends d'interagir avec vous. Est-ce que ça va pour tous? Vous voyez les exercices sur les polycopiés, c'est la douter en montagne, ça vous les savez. Oui. D'accord. Et soudure à l'état. On peut répondre à chacun? N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes bloqué, ne perdez pas de temps pour faire ça. Donc, écrivez-moi, comme ça, vous pouvez continuer. Ok. C'est OK pour tous? Alors, j'ai juste une question. Est-ce qu'Edouard est là? Oui, je suis là. Ah, OK, voilà. Parce que je vous appelais avant, vous n'avez pas répondu. Sinon, les autres, je parlais avec tous. Si Erbin, on avait parlé avant. En fait, donc, c'est parce normalement, que je suis arrivé en retard parce que je pensais qu'on était sur le calendrier comme d'habitude. Non, OK, mais vous avez... Maintenant, j'ai enregistré, je mets aussi à disposition. OK, vous êtes là. Je vous ai pas entendu, en fait. OK. Donc, c'est bon, vous êtes là. Donc, vous êtes tous présentes. Je mets tout présente.
Par contre, je vais partager aussi ce qu'on a fait, la vidéo, comme ça, si jamais vous êtes arrivé en retard ou si quelqu'un a loupé une partie, vous retrouvez la vidéo de cette séance. OK? D'accord. Ok. Super, merci. C'est OK pour tous? Je pense avoir parlé au moins un petit mot avec tout le monde, donc merci beaucoup pour être là. J'attends, alors je me réjouis de voir vos devoirs. Ok. OK, alors bon travail. Merci, au revoir. Bon travail à tous. Oui, Au revoir. Merci. Au revoir. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à vous. Merci, j'attends les devoirs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.